Combien de secrets peut contenir un seul instant figé? Combien de vérités se cachent, non pas dans les visages qui sourient fièrement à l'objectif, mais dans les ombres qu'ils projettent, ou dans les détails insignifiants à leurs pieds? Nos vies sont faites de ces moments, des photographies qui racontent une histoire, mais jamais toute l'histoire. Nous regardons cette image aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, et nous voyons ce qu'on a voulu nous montrer. Mais la vérité, la véritable histoire, est presque toujours ailleurs. Regardez attentivement cette photographie. Elle a été prise en 1911, dans un coin oublié de la campagne normande, balayé par les vents de la Manche. Nous voyons un couple, Auguste et Léonie Dubois, debout devant leur modeste grange en pierre. Leurs mains sont nouées, usées par une vie de labeur. La terre est incrustée sous leurs ongles, dans les plis de leur peau. Mais leurs visages, burinés par le soleil et le souci, sont fendus d'un rare sourire de triomphe. Devant eux, comme un trophée, s'étalent des paniers en osier débordant de pommes de terre, des tubercules larges, lisses, l'image même d'une récolte miraculeuse. Pour l'année 1911, après plusieurs saisons de pluies décevantes et de gelées tardives, c'était plus qu'une bonne récolte. C'était une survie assurée pour l'hiver à venir, le paiement des dettes au Crédit agricole de Caen, la promesse d'un peu de répit. C'est l'image parfaite de la prospérité rurale, un triomphe durement gagné contre les éléments. Mais cette photographie est un mensonge soigneusement mis en scène, bâti sur l'espoir et le déni. Pour voir la vérité, vous devez détourner le regard du couple, ignorer les paniers remplis, votre œil doit descendre tout en bas, vers le coin droit de l'image, à peine dans le cadre. Là, à demi caché par l'ombre de la grange, se tient un jeune homme, ou plutôt les jambes d'un jeune homme. Il porte un pantalon de travail grossier, rapiécé, et des sabots de bois usés. Il est presque hors champ, comme si le photographe l'avait sciemment repoussé. Mais regardez juste à côté de son sabot gauche. Il y a un détail au sol, quelques feuilles de pommes de terre jetées là, piétinées. Elles sont couvertes de taches sombres, huileuse, d'un noir presque surnaturel. Ce n'est pas de la boue, ce n'est pas une ombre, c'est un présage, c'est la signature d'une catastrophe déjà en marche. Un désastre qui ne va pas seulement anéantir cette récolte, mais qui va démanteler des vies, briser cette famille et, dans le silence de l'histoire, révéler le courage insoupçonné de celui que personne ne regardait. Cette histoire, voyez-vous, ne concerne pas Auguste et Léonie, les propriétaires fiers. Elle concerne ce garçon dans l'ombre, celui que l'objectif a failli manquer. Il s'appelle Étienne, il a 17 ans, et au moment précis où l'obturateur s'est fermé, à cet instant d'orgueil figé, il était le seul sur cette ferme à connaître le secret dévastateur qui se propageait déjà sous leurs pieds. Restez avec moi. Je vous promets que d'ici la fin de notre voyage, vous ne verrez plus jamais cette simple photo de la même manière. Vous comprendrez le poids écrasant du silence d'Étienne et la véritable nature d'un sacrifice que l'histoire n'a jamais enregistré. Notre chaîne, ici, est dédiée à la recherche de ces héros oubliés. Nous sommes des archéologues de la mémoire et nous cherchons à donner une voix à ceux que le temps et l'indifférence ont rendus invisibles. Ces leçons de résilience, ces actes de courage silencieux, constituent notre héritage le plus précieux. Si vous croyez, comme nous, qu'il est vital de sauver ces mémoires, de comprendre les luttes passées pour éclairer les défis de notre présent, alors je vous invite à nous soutenir. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne et aimez cette vidéo. C'est votre soutien, votre curiosité, qui nous permet de continuer à déterrer ces vérités profondes, cachées dans les replis du temps. Nous sommes donc en 1911. La belle époque brille de ses derniers feux à Paris. Mais ici, dans la campagne normande, la vie est une lutte ancestrale. Le monde est sur le point de basculer dans la folie de la Grande Guerre, mais les préoccupations d'Auguste et Léonie sont plus immédiates, plus terrestres. C'est le temps, le sol, la récolte. Auguste Dubois était un homme dur, taillé dans le même granit que les murs de sa ferme. Il avait hérité de ces quelques hectares de son père, et avec eux, d'une montagne de dettes. Chaque saison était un pari contre la faillite. Il avait tout misé sur les pommes de terre cette année-là. Tout. Léonie, sa femme, était son ancre. Plus silencieuse, plus pragmatique, elle gérait le poulailler, le potager, et tenait les comptes avec une précision redoutée. Elle savait mieux que quiconque à quel point ils étaient proches du bord du gouffre. Et puis, il y avait Étienne. Il n'était personne. Un gasse de ferme. Un journalier, peut-être un orphelin de l'assistance publique, ou le fils d'une famille si pauvre qu'elle avait dû le placer pour avoir une bouche de moins à nourrir. Il dormait dans la paille de la grange, au-dessus des bêtes, et travaillait du lever du soleil, jusqu'à ce que ses muscles hurlent la nuit. Sa paie était un lit de paille, 3 repas frugaux et les vieux vêtements d'Auguste. Dans la hiérarchie sociale rigide de cette ferme, sa voix comptait moins que le bêlement d'un mouton. Mais Étienne avait quelque chose que les Dubois, aveuglés par leur désespoir et leur espoir, n'avaient pas. Il avait le regard. Il était celui qui avait les mains dans la terre, pas seulement dessus. Il était celui qui marchait dans les rangs à l'aube, quand la rosée était encore fraîche. Et il avait remarqué,
Cela avait commencé 3 semaines avant que le photographe n'arrive. Une odeur étrange après une série d'averses chaudes et humides. Une odeur douceâtre, presque sucrée, mais porteuse de décomposition. Une puanteur subtile que seul celui qui vit au ras du sol pouvait percevoir. Auguste, lui, ne voyait que la croissance exubérante. Les fans étaient hautes, d'un vert presque trop vif. Une récolte bénie, hurlait-il à Léonie par-dessus le vent. Mais Étienne, lui, s'était agenouillé. Il avait écarté le feuillage dense et avait vu les premières taches. De petites lésions sombres sur les feuilles inférieures, celles que le soleil ne touchait pas. Il avait reconnu le signe. Son grand-père, un vieux paysan des Flandres, lui avait parlé de ça, le mildiou, la grande maladie, la terreur qui avait vidé l'Irlande et qui, périodiquement, revenait hanter les champs d'Europe. Il avait essayé d'en parler. Un soir, à la table de la cuisine, alors qu'il mangeait sa soupe, il avait murmuré « Monsieur Dubois, je crois qu'il y a la maladie dans les patates ». Auguste avait levé les yeux de son journal local. Le bonhomme normand. Son regard était glacial. « La maladie? Qu'est-ce que t'en sais, gamin? T'es agronome maintenant ?» Étienne avait insisté. « Ça sent la pourriture, monsieur. » Et les feuilles du bas, il n'avait pas pu finir. Le poing d'Auguste s'était abattu sur la table, faisant sauter les écuelles. « Tais-toi, n'apporte pas ton mauvais œil sur ma ferme. C'est juste l'humidité, c'est la vigueur qui fait ça. J'ai jamais vu des fans pareils. » Léonie n'avait rien dit, mais son regard avait imploré Étienne de se taire. Le sujet était clos. Le déni était leur seul rempart. Alors, le jour de la photographie, quand Auguste et Léonie, fiers, ont sorti les plus beaux paniers pour immortaliser leur triomphe, Étienne savait. Il avait passé la matinée à faire le tri. Pour chaque panier de tubercules apparemment sains qu'il remontait, il en jetait 3 autres de côté, déjà transformés en une bouillie infecte et puante dans la terre gorgée d'eau. La récolte n'était pas bonne. C'était une illusion. La maladie avait tout pris par le dessous. Les pommes de terre qu'ils exhibaient fièrement étaient saines. Oui, mais elles étaient les seules. C'étaient les rares survivantes d'un champ qui était déjà un cimetière. Le photographe, venu du bourg voisin, installa son lourd appareil sur trépied. « Mettez-vous là, messieurs, dames, bien devant. Montrez-moi cette belle récolte. » Auguste bomba le torse. Léonie esquissa un sourire. « Et toi, petit ?» lança le photographe à Étienne. « Pousse-toi un peu. Tu es dans mon cadre. » Étienne recula, se fondant dans l'ombre de la grange. Son sabot écrasa les quelques feuilles malades qu'il avait laissées tomber en chemin. Il baissa les yeux. Il vit les taches noires, la signature du fléau. Il leva les yeux. Il vit le sourire d'Auguste, la fierté de Léonie. Il entendit le clic de l'obturateur. Et à cet instant précis, le secret d'Étienne fut scellé dans l'image. Il savait que la catastrophe n'était pas annoncée. Elle était déjà là. La photo ne capturait pas une bénédiction. Elle immortalisait un mensonge. Le photographe remballa son matériel avec une satisfaction professionnelle. Il plia les pieds de son appareil, rangea ses plaques de verre et salua le couple d'un geste de la main. « Vous aurez une belle épreuve pour la foire, monsieur Dubois. De quoi faire des envieux. » Auguste répondit par un grognement satisfait, sa fierté encore gonflée par la performance. La carriole du photographe s'éloigna sur le chemin de terre, emportant avec elle l'illusion, la version officielle de leur histoire. Dès que le son des roues s'évanouit, le sourire de Léonie se fana, remplacé par le masque habituel de l'inquiétude. Le bref moment de triomphe s'était évaporé, laissant place à la réalité pesante de la ferme. Auguste se tourna vers Étienne, qui n'avait pas bougé de l'ombre de la grange. Le bref instant de gloire était terminé, et Auguste redevint le contremaître. « Alors, tu attends la pluie ? Rentre-moi ces paniers au cellier. Et vite !» Étienne hocha la tête, ses yeux fixés sur le sol où gisaient encore les feuilles malades qu'il avait piétinées. Il s'approcha du premier panier, celui qui était au centre de la photographie. Il était lourd, rempli à ras-bord de ses tubercules parfaits. Il se baissa, glissa ses mains sous l'osier et le souleva. Et c'est là qu'il le sentit. Une goutte, puis une autre. Un liquide sombre, presque huileux, s'écoulait du fond du panier, tachant ses mains et le sol sec. Ce n'était pas de l'eau. L'odeur le frappa en même temps, cette puanteur douceâtre et écœurante, de décomposition avancée. Il reposa le panier avec précaution. Son cœur battait lourdement. Il plongea la main dans la masse de pommes de terre. La couche supérieure, celle qui avait posé pour la photo, était ferme. Mais en dessous, c'était le chaos. Ses doigts s'enfoncèrent dans une pulpe molle, gluante. Les pommes de terre se désagrégeaient au simple toucher, se transformant en une bouillie noire et fétide. Le mildiou n'était pas seulement sur les feuilles, il avait dévoré la récolte de l'intérieur. La belle apparence n'était qu'une coquille vide. Il resta figé un instant, le bras plongé jusqu'au coude dans la pourriture. Le mensonge qu'il avait gardé par peur était devenu une farce tragique. Il ne pouvait plus se taire. Il retira sa main, dégoulinante de cette matière infâme, et se redressa. Il se retourna vers Auguste, qui essuyait son front avec un grand mouchoir à carreaux,
encore baigné dans l'autosatisfaction. Monsieur Dubois, sa voix était basse, tremblante. Auguste se tourna, son expression s'assombrissant immédiatement. « Quoi encore, gamin? J'ai pas le temps pour tes... » Il s'arrêta net. Il vit la main tendue d'Étienne. Il vit la bouillie noire qui en dégoulinait. Il vit la preuve irréfutable de ce qu'il avait refusé de voir. Le silence tomba, lourd, seulement troublé par le vent dans les feuilles, et le goutte à goutte, immonde du panier. Le visage d'Auguste passa par toutes les couleurs, de la fierté au rouge de la colère, puis au blanc cireux de la panique pure. C'était la peur viscérale de l'homme ruiné, de l'homme qui a tout parié et qui voit la carte perdante retourner. « C'est pas vrai, » murmura-t-il. « C'est juste ce panier, un mauvais endroit, trop d'eau. » Étienne secoua la tête. « C'est partout, monsieur. J'ai trié, j'ai mis les belles dessus pour le photographe. Comme vous l'avez demandé. Mais dessous, y a plus rien. C'est tout pourri. Tout le champ est comme ça. » Chaque mot était un clou dans le cercueil de l'espoir d'Auguste. La réaction fut volcanique. Ce ne fut pas de la tristesse, mais une rage pure, irrationnelle, la fureur d'un homme acculé. « Menteur !» hurla-t-il, faisant sursauter Léonie. Il s'avança, et d'un revers de main, frappa le bras tendu d'Étienne, en voyant la pulpe pourrie s'écraser contre le mur de la grange. « C'est toi qui as amené ça, avec tes yeux de malheur. Tu as regardé ma récolte et tu l'as fait pourrir. » Léonie s'interposa, posant une main sur le torse de son mari. « Auguste, calme-toi, ce n'est qu'un enfant. Il n'y peut rien. » Mais Auguste était hors de lui. Il repoussa sa femme. Il attrapa Étienne par le col de sa chemise usée, le soulevant presque du sol. Leur visage était à quelques centimètres. « Tu vas me nettoyer ça, » siffla-t-il, ses yeux injectés de sang. « Tu vas trier, jour et nuit. Ce qui peut être vendu, tu le mettras de côté. Ce qui est touché, tu le jetteras au cochon. Mais pas un mot, pas un seul mot au village. Personne ne doit savoir. Tu m'entends? Personne. » Il jeta Étienne au sol. « Maintenant, au travail. » Auguste tourna les talons et entra dans la maison, la porte claquant avec la force d'un coup de fusil. Léonie resta un instant, regardant Étienne au sol, puis la porte fermée de la maison. Elle était prise entre la loyauté envers son mari et la vérité évidente. Elle soupira, un son d'une infinie lassitude, puis se retourna vers Étienne. « Fais ce qu'il a dit, petit, mais sois prudent. » Elle retourna à l'intérieur, laissant Étienne seul avec l'odeur de la mort et une tâche impossible. Les jours qui suivirent furent un véritable enfer. La ferme, qui avait brièvement connu l'espoir, était désormais un lieu de tension et de secret. L'air lui-même semblait contaminé par l'odeur de la décomposition, une odeur qu'ils essayaient de masquer en vain. Auguste avait raison sur un point, la nouvelle ne devait pas s'ébruiter. S'il était officiellement ruiné, ses créanciers saisiraient la ferme avant même le début de l'hiver. La photo, ce mensonge sur plaque de verre, était leur seule ligne de crédit. Auguste passait ses journées à cheval, se rendant dans les fermes voisines, au marché, parlant haut de sa récolte miraculeuse, tentant de vendre à l'avance ce qui n'existait déjà plus, ou de sécuriser un prêt sur la base de sa réputation. Il fuyait la réalité. Étienne, lui, y était plongé jusqu'au cou. Il travaillait 18 heures par jour. Le jour, il faisait ce qu'Auguste exigeait. Il triait. Il ouvrait les buttes, sortait la récolte, et le spectacle était le même partout. La maladie était totale. Pour 100 pommes de terre sorties de terre, 90 étaient déjà perdues. Il créa un tas gigantesque de pourriture derrière la grange, caché des regards de la route par une vieille bâche. Mais Étienne n'était pas qu'une paire de bras. Il était un cerveau. Il comprenait la terre. Il savait que le problème était plus profond que la récolte de 1911. Auguste, dans sa panique, ne pensait qu'à sauver quelques sacs à vendre. Étienne, lui, pensait à 1912. Il savait que le mildiou, ce champignon, vivait dans le sol. Il savait que si on replantait des tubercules infectés, ou même des tubercules sains dans cette terre malade, la catastrophe se répéterait. La vraie richesse, ce n'était pas la récolte à vendre, c'était la semence. Et c'est là que son plan secret commença. Au milieu de ce désastre, il devint un voleur, mais il ne volait pas pour lui. Il volait pour l'avenir de la ferme. Pendant son tri désespéré, quand il trouvait une pomme de terre saine, souvent petite, jugée sans valeur commerciale par Auguste, mais intacte, dure, parfaite, il ne la mettait pas dans le panier à vendre. D'un geste rapide, il la glissait dans sa propre poche. À la fin de la journée, ses poches étaient en lourdes. Et la nuit, quand la ferme était endormie, quand la seule lumière était celle de la lune, Étienne commençait son second travail. Il se glissait hors de la grange. Il ne se dirigeait pas vers les champs, mais vers le fond de la propriété, loin, très loin de la terre contaminée. Là se trouvait une petite parcelle de terre que personne ne travaillait jamais, à l'abri d'un vieux mur de pierres sèches, près d'un ruisseau. C'était un sol différent, plus sableux, bien drainé. Avec ses mains nues et un outil volé, il creusait. Il ne creusait pas un champ, mais un silo de fortune,
une cloche, comme son grand-père lui avait appris. Il tapissait le trou de paille sèche, y déposait ses trésors, les quelques pommes de terre saines et parfaites, les recouvrait de plus de paille, puis de terre, créant un monticule qui les garderait au sec et à l'abri du gel. Il faisait cela nuit après nuit, un travail de fourmi, épuisant, clandestin. Il ne sauvait pas la récolte d'Auguste, il sauvait la semence. Il sauvait l'année suivante. Il était le seul à comprendre que la survie ne se jouait pas sur le marché de Caen cette semaine, mais dans ce trou caché, sous la lune, au prix de son sommeil, et au risque d'être battu s'il était découvert. La ferme du bois était devenue une île de silence. Entourée par un océan de pourriture, l'odeur avait tout envahi. Ce n'était plus un soupçon, c'était un suaire. Une puanteur douceâtre, épaisse, qui collait à la gorge et s'accrochait aux vêtements, aux draps, et même au pain qui sortait du four. C'était l'odeur de la mort végétale, et elle était devenue la véritable maîtresse des lieux. La bâche goudronnée derrière la grange, sous laquelle Étienne entassait des montagnes de tubercules liquéfiés, ne faisait que concentrer le miasme. Parfois, un vent humide venu de la Manche rabattait l'odeur vers la cour, et Auguste, sortant de la maison, se figeait, le visage tordu par une rage impuissante. Il ne la sentait pas comme une catastrophe naturelle, il la sentait comme une insulte personnelle. Les jours s'étiraient en une routine cauchemardesque. Pour Étienne, le monde s'était rétréci à deux réalités, le cloaque le jour, le sanctuaire la nuit. Le jour, il était le fossoyeur. Il s'enfonçait dans les champs, rang après rang, la fourche à la main. Le sol, gorgé d'eau, rendait un son mat, obscène, à chaque fois qu'il l'ouvrait. Il triait, il mettait de côté le peu qui semblait vendable, un tas ridiculement petit qui finissait dans le cellier, et qui, il le savait, ne tiendrait pas une semaine avant que la maladie ne s'y propage aussi. Le reste, cette masse noire et gluante, il la transportait à la brouette jusqu'au tas grandissant. Ses mains étaient à vif, couvertes de coupures et d'écorchures, constamment plongées dans cette pulpe acide qui brûlait sa peau. La nuit, il devenait un fantôme. Il attendait des heures, recroquevillé dans sa paille, l'oreille tendue. Il attendait le son du loquet de la porte principale, suivi des pas lourds d'Auguste montant se coucher, puis le silence, puis le premier ronflement sourd qui vibrait à travers le plancher. Alors seulement, il glissait de sa paillasse. Ses muscles hurlaient. Il n'avait pas dormi plus de 2 heures d'affilée depuis des semaines. Ses yeux brûlaient, pleins de sable, et une faim constante lui tordait l'estomac. Mais une force plus grande que l'épuisement le poussait, c'était la certitude. Il prenait le petit sac qu'il cachait sous une planche. À l'intérieur, enveloppés comme des bijoux, se trouvaient les quelques tubercules parfaits qu'il avait volés ce jour-là. Il se déplaçait sans un bruit, pieds nus sur la pierre froide de la cour, évitant les flaques de lune, et se dirigeait vers le mur de pierre sèche, à l'extrême limite de la propriété, son sanctuaire. La cloche était devenue son œuvre secrète. Il avait creusé profondément, dans ce sol sablonneux que le mildiou détestait. Il l'avait tapissé de fougères sèches et de paille propre, volé au risque de sa vie dans le grenier principal. Il y déposait ses pommes de terre, les semences, les espaçant soigneusement. Il les recouvrait, refermait sa cachette avec une ingéniosité primitive, la camouflant avec des pierres et des branches mortes. C'était un rituel. Il ne sauvait pas seulement des pommes de terre, il enterrait l'espoir, pour le déterrer au printemps. Il se sentait comme un prêtre d'un culte oublié, accomplissant le seul acte de foi qui avait encore un sens. Pendant ce temps, Auguste s'enfonçait dans son propre enfer. Ses voyages au bourg de Caen devenaient de plus en plus tendus. Le mensonge de la photographie commençait à s'effilocher. Au début, les marchands l'avaient cru. Une belle récolte du bois? Tant mieux pour vous. Mais maintenant, les rumeurs circulaient. D'autres fermes, plus petites, commençaient à signaler la maladie. Et puis, il y avait l'odeur. Un marchand, venu lui acheter du cidre, avait reniflé l'air en arrivant dans la cour. « Ça sent fort le cochon chez vous, Dubois. » Ou alors, c'est autre chose. Auguste l'avait presque mis à la porte. Il revenait de ses expéditions humiliantes plus sombres, plus silencieux, ou au contraire, explosifs. Il buvait davantage de calvados le soir, fixant le vide. Sa paranoïa se cristallisait sur Étienne. Le gamin était la seule chose qu'il pouvait contrôler, le seul témoin de son humiliation. Il le surveillait. « Tu es lent, gamin. Tu tries comme une vieille femme. Tu en profites, hein? Tu te réjouis de mon malheur. Ou pire, tu me voles. Je le sais, je vois bien que le tas pour le marché ne grossit pas. Tu les caches, tu les manges. C'est ça ?» Étienne ne répondait rien. Il baissait la tête et continuait de trier la pourriture. Léonie observait tout. Elle était le centre silencieux de cette tempête. Elle voyait son mari se défaire, devenir cet homme dur et effrayé qu'elle ne reconnaissait plus.
Elle voyait la ferme s'effondrer. Elle tenait les comptes. Elle savait que la banque n'attendrait pas au-delà de la Toussaint. Et elle voyait Étienne. Elle le voyait s'épuiser, se consumer comme une bougie par les deux bouts. Elle voyait ses mains ensanglantées. Elle voyait la façon dont il grattait son assiette. Affamée, mais elle voyait aussi autre chose. Elle avait remarqué que le tas vendable dans le cellier, celui qu'Auguste gardait sous clé, commençait lui aussi à suinter. La maladie y entrait. Et pourtant, Étienne, qui passait ses journées dans le foyer même de l'infection, ne semblait pas désespéré. Il était épuisé, oui, mais il y avait une lueur étrange dans son regard. Une détermination secrète, une mission. Une nuit, la tension dans la maison était insupportable. Auguste s'était effondré sur la table de la cuisine, ivre-mort, après une dispute terrible au sujet d'une lettre de créance. Léonie l'avait veillé, puis était montée dans sa chambre, mais le sommeil ne venait pas. La lune était pleine, projetant des ombres dures dans la cour. Elle entendit un bruit, pas un bruit fort, juste un glissement, le son d'un sac qu'on déplace. Elle se leva et alla à la fenêtre. Elle vit la silhouette d'Étienne. Il se déplaçait vite, courbé en deux, se tenant dans l'ombre des bâtiments. Il portait quelque chose, un sac. La première pensée de Léonie fut celle d'Auguste. Il vole le peu qui nous reste. Il nous abandonne. Une colère froide la saisit. Elle descendit sans faire de bruit, enfila ses sabots et sortit dans la nuit. Elle le suivit à distance. Elle le vit traverser le verger mort, puis longer la haie, s'éloignant de la ferme, vers la vieille parcelle abandonnée près du ruisseau. Elle le vit s'arrêter près du mur effondré. Elle le vit s'agenouiller. Il ouvrit son sac. À la lumière de la lune, elle vit ce qu'il en sortait, des pommes de terre, les plus belles, celles qu'il aurait dû mettre au cellier. Elle le regarda commencer à creuser. Non, il déplaçait des pierres, soulevait une planche, il cachait la nourriture, il les volait pour les manger plus tard, ou les vendre pour son propre compte. Elle avait tout supporté, la colère de son mari, la ruine, l'odeur, mais ça, cette trahison de la dernière personne qui travaillait encore, c'était trop. Elle sortit de l'ombre des pommiers. Le bruit de ses sabots sur une branche morte le fit sursauter. Il se retourna, terrifié, comme un animal pris au piège. La lune éclairait son visage en sueur, ses yeux cernés. « Léonie » souffla-t-il, la main encore dans sa cachette. Elle s'arrêta à quelques mètres de lui. Sa voix était basse, tranchante comme un éclat de verre. « Alors, c'est ça. C'est comme ça que tu nous remercies. Tu voles les dernières. » Étienne resta figé, son corps à moitié penché sur le trou qu'il avait si méticuleusement préparé. Le clair de lune illuminait le visage de Léonie, le rendant aussi pâle et dur qu'une statue de marbre. Ces mots, « tu voles les dernières », résonnaient dans le silence de la nuit, plus tranchant que le vent froid. La peur d'Étienne, la peur d'être battu, d'être chassé, se mua soudain en quelque chose d'autre. Ce n'était pas de la colère, mais un épuisement si profond, si total, qu'il brisa la barrière de sa soumission habituelle. Il se redressa lentement, ses membres endoloris protestant. Il ne baissa pas les yeux. Pour la première fois, il la regarda, non pas comme le gars de ferme regarde la maîtresse, mais comme un être humain en regarde un autre. Sa voix était rauque, brisée par la fatigue et la poussière de terre sèche. « Je ne vole pas, Madame Dubois, je sauve. » Léonie eut un rire sec, sans joie. « Tu sauves? En cachant notre bien dans un trou? Tu te moques de moi ?» Elle fit un pas de plus vers lui. « Auguste a raison. Tu attends juste que nous soyons au fond pour partir avec le peu qui reste. » Étienne secoua la tête. Il plongea la main dans sa cachette. Non pas avec la culpabilité d'un voleur, mais avec le soin d'un gardien. Il en sortit une seule pomme de terre. Il la tendit vers elle, dans la paume de sa main sale. « Regardez-la, madame. » Léonie plissa les yeux. C'était un tubercule parfait. Petit, oui, mais d'une santé insolente. La peau était lisse, sans une seule tache, sans la moindre lésion. Elle contrastait violemment avec l'horreur qu'il côtoyait chaque jour. « Elle est belle », admit-elle, sa voix toujours dure. « C'est pour ça qu'elle devrait être au cellier, pour être vendue. C'est peut-être 10 francs de plus pour la banque. »« Non, madame, » dit Étienne, sa voix gagnant en force. « Si on la met au cellier, elle sera pourrie dans une semaine. La maladie est là-bas aussi. J'ai vérifié ce matin. Ce qu'on a mis de côté, ça commence à suinter. » Il vit une lueur de compréhension, ou peut-être juste de doute, dans les yeux de Léonie. Il continua, les mots se bousculant, tout ce qu'il avait gardé pour lui se déversant enfin. Et même si elle ne pourrissait pas, même si on la vendait. Qu'est-ce qu'on fait au printemps, hein? Il désigna d'un geste large les champs sombres qui s'étendaient derrière eux. La terre est empoisonnée. Madame, le mildiou, il est dans le sol maintenant, il va y rester. Mon grand-père me l'a dit, si on replante ce qui vient du champ, on récoltera la pourriture. Si on replante ce qui vient du cellier, c'est pareil, la maladie est dedans, même si on ne la voit pas encore. Il s'agenouilla à nouveau près de son trou, ses doigts caressant la terre fraîchement retournée. Ce n'est pas de la nourriture, c'est de la semence. C'est l'année prochaine. C'est la seule. J'ai choisi cette parcelle, parce que le sol est différent, il est sableux, l'eau ne reste pas. Le mâle n'aime pas ça.
et c'est loin, loin du poison. Léonie resta silencieuse. Elle était la fille d'un fermier avant d'être la femme d'Auguste. Elle comprenait le cycle des saisons, la tyrannie du sol. Elle savait ce qu'était une semence saine. Elle savait aussi qu'Étienne disait la vérité. La logique de son plan était impitoyable, ancienne, et bien plus sage que la panique aveugle de son mari. Elle regarda le jeune homme. Il n'était plus un gamin. C'était un homme, usé jusqu'à la corde, qui menait une guerre secrète pendant qu'il dormait. Elle comprit l'ampleur de son travail, de son sacrifice. Il n'avait pas seulement trié le jour, il avait sélectionné. Il avait risqué d'être battu, non pas pour une pomme de terre à manger, mais pour la survie même de la ferme qu'elle et Auguste étaient en train de perdre. Une vague de honte la submergea, si forte qu'elle dut s'appuyer contre le vieux mur de pierre. « Combien tu en as sauvé ?» demanda-t-elle, sa voix s'étant adoucie. « Peut-être 2 sacs, madame, pas plus. C'est peu, mais c'est assez pour recommencer, si on les garde propres jusqu'au printemps. » Il la regarda, son destin entre les mains de cette femme. « Vous allez le dire à Monsieur Dubois ?» La question resta en suspens. Léonie regarda en direction de la ferme, où une seule lampe brûlait encore, la lampe de la cuisine où Auguste s'était probablement effondré. Si elle lui disait, elle savait ce qui se passerait. Auguste, dans sa fureur et son déni, viendrait avec une pelle, déterrerait tout et essaierait de vendre cette semence, scellant ainsi leur ruine définitive pour l'année suivante. Il ne verrait pas un investissement, il verrait une trahison. Elle prit sa décision. Ce fut un choix silencieux, mais qui changea tout. Elle se détourna de la ferme et fit face à Étienne. « Non, dit-elle fermement, je ne lui dirai rien, mais tu ne peux pas continuer comme ça. Tu vas mourir de faim et d'épuisement. » Elle s'approcha de la cachette et l'examina d'un œil critique. « Il te faut plus de paille sèche, et tu dois creuser plus profond. L'hiver sera rude. Je t'apporterai une meilleure pelle demain, et une couverture. Tu ne peux pas continuer à dormir dans la paille humide. » Étienne la regarda, sidéré. Il n'attendait pas d'aide. Il n'attendait que la punition. Et elle hésita. « Je te laisserai du pain et du fromage dans la laiterie, le soir, avant de me coucher. Prends-le, tu as besoin de force. » Elle se redressa. « Maintenant, finis ton travail, et couvre-moi ces traces. Il nous surveille tous les deux. » Sur ces mots, elle tourna les talons et repartit vers la maison. Mais ce n'était plus la même femme qui était sortie. Elle n'était plus seulement la femme d'Auguste. Elle était devenue la complice d'Étienne. Les jours suivants, la dynamique de la ferme se transforma en un drame muet. Une alliance secrète était née. Léonie était devenue une actrice consommée. Elle redoublait d'attention pour Auguste, écoutant ses plaintes, acquiesçant à ses rages, pour mieux détourner son attention. Elle lui suggérait d'aller vérifier les clôtures à l'autre bout du domaine, lui parler d'un marchand au village voisin, n'importe quoi pour l'éloigner d'Étienne et du tas de pourriture. Pendant ce temps, elle tenait sa promesse. Un vieux sac de jute apparut dans la grange, un morceau de lard, une miche de pain, et une pelle solide, bien meilleure que le vieux bois à moitié cassé qu'utilisait Étienne. Lui, de son côté, travaillait avec une énergie renouvelée. La nourriture et la complicité de Léonie lui avaient donné une nouvelle force. Il continua son double labeur, mais maintenant, il n'était plus seul. Mais leur secret rendait Auguste encore plus fou. Il n'était pas stupide. Il sentait le changement. Il sentait les regards échangés entre sa femme et le gamin. Il voyait qu'Étienne, au lieu de dépérir, semblait tenir le coup. Sa paranoïa devint obsessionnelle. « Vous complotez !» grognait-il à sa femme. « Je vous vois chuchoter. Vous vous moquez de moi. Personne ne se moque de toi, Auguste. Nous sommes fatigués, c'est tout, » répondait-elle calmement. La tension arriva à son paroxysme une nuit sans lune. Il pleuvait, une bruine froide qui transformait la cour en un bourbier. Étienne, sous la pluie battante, travaillait à sa cloche, la renforçant avec la nouvelle pelle. Il avait presque fini quand il entendit un bruit. Ce n'était pas le pas de Léonie. C'était un pas lourd, instable. Il se figea. Une lumière jaune se balança dans le verger. C'était Auguste. Il était ivre, une lanterne à la main, et il se dirigeait droit vers le mur de pierre. « Je sais que tu es là, petit salaud !» hurla-t-il dans la nuit. « Je vais te trouver, toi et ta cachette. » Le cœur d'Étienne s'arrêta. Il n'avait nulle part où fuir. Il se plaqua contre le mur, dans l'ombre, retenant son souffle. Auguste arriva près de la cachette, si près qu'Étienne pouvait sentir l'odeur aigre du calvados sur son haleine. La lumière de la lanterne balaya le sol, illuminant la terre fraîchement remuée. Auguste s'arrêta. Il baissa les yeux. Il regarda fixement le monticule. Pour Étienne, ce fut une éternité. La pluie crépitait. Le souffle rauque d'Auguste était le seul son. Puis, l'homme donna un grand coup de pied dans le monticule de terre, mais son pied, alourdi par l'alcool, ne fit que glisser. Il jura, perdit l'équilibre et s'étala de tout son long dans la boue. Il resta là un instant, grognant. Pourriture. Tout est pourriture. Il se releva péniblement, sa lanterne à moitié éteinte, et rebroussa chemin vers la maison, chancelant et maudissant.
Étienne attendit que le son de la porte ne claque. Il s'effondra contre le mur, tremblant de tous ses membres. Ils avaient eu chaud, mais il le savait. Auguste avait vu. Il n'avait peut-être pas compris, mais il avait vu. Il reviendrait. Le lendemain matin, l'air de la ferme n'était plus seulement lourd de l'odeur de la pourriture. Il était saturé d'une électricité statique, de la tension d'un orage sur le point d'éclater. Le repas du matin fut un supplice. D'habitude, Auguste mangeait bruyamment. Mais ce jour-là, il était d'un calme terrifiant. Il n'y avait que le bruit de sa cuillère raclant le bol. Il avait une ecchymose violacée sur la tempe, souvenir de sa chute dans la boue. Il ne regardait ni Léonie ni Étienne. Il fixait le bois de la table, son esprit visiblement en train de rejouer la scène de la nuit, d'assembler les pièces du puzzle, la silhouette d'Étienne, la terre fraîchement remuée, les murmures de sa femme, le pain et le lard disparu de la laiterie. La paranoïa de l'ivrogne s'était solidifiée en une certitude froide et sobre. Étienne sentait le regard d'Auguste sur sa nuque, même quand l'homme ne le regardait pas. Il n'osa pas toucher au pain que Léonie avait posé pour lui. Il avala sa maigre soupe, le ventre noué. Léonie, elle, s'affairait plus que de raison, faisant tinter les casseroles, créant du bruit pour masquer le silence, mais ses mains tremblaient. Quand le repas fut terminé, Auguste se leva. Il ne prit pas sa fourche pour les champs. Il se dirigea vers l'atelier et en sortit la grande pelle de terrassement, une pelle lourde, au tranchant aiguisé, faite pour briser la terre dure, pas pour ramasser des pommes de terre. Léonie se figea. « Où vas-tu avec ça, Auguste? Le sol est détrempé, tu ne peux pas… »« Je vais voir, » coupa-t-il, sa voix sourde. « Je vais voir ce que mes voleurs cachent. » Il ne se retourna pas. Il traversa la cour d'un pas lourd et déterminé, se dirigeant non pas vers les champs, mais droit vers le mur de pierre sèche. C'était le moment. Étienne et Léonie échangèrent un regard de panique pure. « Restez ici, » ordonna-t-elle à Étienne. « Non, madame. » C'est « il ne comprendra pas. Il va tout. » Il n'eut pas besoin de finir. Ils se mirent à courir tous les deux, glissant dans la boue, à la suite d'Auguste, leurs sabots claquant en désordre. « Auguste, attends !» cria Léonie. « Laisse le gamin tranquille. Il n'y a rien là-bas. » Mais Auguste ne ralentit pas. Il arriva au pied du mur, à l'endroit exact où il était tombé. La lumière grise de l'automne ne laissait aucune place au doute. On voyait ses propres empreintes mêlées à celles, plus petites, d'Étienne. On voyait la terre, soigneusement replacée mais différente du sol alentour. Il se tourna vers eux, qui venaient d'arriver, essoufflés. Un sourire mauvais tordit ses lèvres. « Alors, c'est ici que vous enterrez ma fortune, pendant que j'ai le dos tourné. »« Non, messieurs, » s'écria Étienne, s'avançant. « C'est pas ce que vous croyez. C'est pour le printemps. »« Le printemps ?» ricana Auguste. « Tu me prends pour un imbécile ? Tu voles mes dernières pommes de terre saine pour les revendre à ton compte au marché de Lisieux. Et vous ?» Il se tourna vers sa femme. « Vous êtes sa complice. Vous le nourrissez pour qu'il me trahisse. »« Auguste, tu es fou !» supplia Léonie, s'agrippant à son bras. « Écoute-le, c'est la semence. C'est notre seule chance pour l'an prochain. Tout le reste est empoisonné. La semence !» cracha-t-il, se dégageant violemment de l'emprise de sa femme. « La seule semence que je vois, c'est celle de la trahison. » Et avant qu'Étienne ne puisse faire un geste de plus, Auguste leva la lourde pelle au-dessus de sa tête. « Non !» hurla Étienne. Il tenta de s'interposer, mais il était trop lent. Auguste abattit le tranchant de la pelle de tout son poids, au cœur même du monticule. L'outil s'enfonça profondément, avec un bruit sourd et humide. Un son écœurant. Ce n'était pas le bruit de la terre qu'on ouvre, c'était le bruit de quelque chose de vivant qu'on coupe. Auguste fit levier. La terre se souleva, et avec elle, la paille sèche, et le trésor d'Étienne. Mais il n'y avait pas de trésor. Il n'y avait qu'un massacre. Le fer aiguisé avait tranché net. Des moitiés de pommes de terre parfaites, d'une blancheur de craie, roulaient dans la boue, leur chair exposée à l'air et à la maladie. Aveuglé par la rage, Auguste ne s'arrêta pas. Il frappa encore, et encore, comme un forcené. Il déterrait et détruisait en même temps. Il éventrait la cache, transformant le travail patient de plusieurs semaines, le dernier espoir de la ferme, en une bouillie immonde, un mélange de terre, de paille et de semences assassinées. Étienne regardait, paralysé d'horreur. Il voyait des mois de travail nocturne, de faim, de peur, de planification méticuleuse, anéantis en 10 secondes par une rage stupide. C'était l'année 1912 qu'Auguste était en train de hacher menu. C'était leur vie. « Arrêtez !» murmura-t-il, les larmes lui montant aux yeux pour la première fois. « Arrêtez ! Vous avez tout tué !» Il n'y avait plus de peur, juste un chagrin immense. Il se jeta en avant, non pas pour attaquer Auguste, mais pour protéger ce qui restait, pour couvrir la plaie béante de ses propres mains. « Vous avez tout tué !» Le geste d'Étienne, ce mouvement désespéré pour sauver les morceaux, fut la dernière provocation pour Auguste. Voir le gamin pleurer sur ses pommes de terre, comme sur un enfant mort, confirma sa folie. « Dehors !» hurla-t-il, sa voix brisée. « Sors de ma ferme, voleur, traître !» Il leva la main, non plus la pelle, mais son poing. Il ne frappa pas. Il poussa, une bourrade violente, à pleine paume, contre la poitrine d'Étienne. Le choc déséquilibra le jeune homme, épuisé et pris par surprise.
Ses pieds me glissèrent dans la boue. Il tomba en arrière. Sa tête heurta le vieux mur de pierre sèche avec un bruit mat et terrible. Le silence tomba, un silence absolu, seulement troublé par la respiration sifflante d'Auguste. La pelle tomba de ses mains. Il regarda ce qu'il avait fait, le carnage de la semence à ses pieds. Étienne, gisant immobile au sol, les yeux fermés, une fine ligne de sang commençant à couler de ses cheveux, se mêlant à la boue. Léonie poussa un cri qui ne venait pas de sa gorge, mais de ses entrailles. Elle se précipita vers Étienne, ignorant son mari, s'agenouillant dans la boue à côté du corps inerte. Auguste resta debout, figé, la rage s'évaporant d'un coup, remplacée par le vide glacial de la compréhension. Il avait vu la vérité dans les pommes de terre coupées. Elles étaient parfaites. Il avait vu la vérité dans le cri de sa femme. Et maintenant, il voyait cette vérité dans le sang d'Étienne. La catastrophe, annoncée par les feuilles tachetées sur la photographie, venait de s'accomplir. Ce n'était pas la faillite, c'était la ruine. Une ruine totale, de la terre et de l'âme. Le cri de Léonie déchira l'air humide, un son si primitif qu'il sembla réveiller Auguste de sa transe meurtrière. L'homme regarda la pelle, puis le sang d'Étienne, puis la bouillie de semences à ses pieds. L'alcool, la rage, le déni, tout s'évapora en un instant, le laissant nu, tremblant sous la pluie fine, face à l'énormité de ce qu'il venait de faire. Il avait non seulement détruit sa ferme, il avait peut-être tué un homme. Léonie, elle, n'eut pas une seconde d'hésitation. La femme soumise, qui avait supporté des années de colère et de fierté mal placées, disparut. À sa place se tenait une matriarche. Elle avait les mains sur la blessure d'Étienne, tentant d'arrêter le sang. « Ne reste pas là, imbécile !» hurla-t-elle à son mari. Sa voix méconnaissable. « Aide-moi à le porter. Pas à la grange, dans la maison, dans la chambre d'amis. » Auguste obéit. Comme un automate, il laissa tomber la pelle et aida Léonie à soulever le corps frêle d'Étienne. Ensemble, les deux complices, la complice secrète du sauvetage et le complice de la catastrophe, le transportèrent à travers la cour boueuse. Ils passèrent à la porte de la cuisine, laissant des traces de boue et de sang sur le sol que Léonie avait si méticuleusement entretenu. Ce jour-là, l'ordre de la ferme fut brisé à jamais. Étienne ne mourut pas. Il resta entre la vie et la mort pendant 3 jours, dans le meilleur lit de la maison. Léonie le veilla, utilisant les draps de son propre trousseau de mariage pour bander sa tête, dépensant le peu d'argent qu'elle gardait caché sous une lame de plancher, pour faire venir un médecin d'un canton voisin, un homme qui ne poserait pas de questions. Auguste, lui, était devenu un fantôme dans sa propre maison. Il s'assit à la table de la cuisine, mais ne but plus. Il fixait le mur, ou ses mains vides. Il voyait la pelle s'abattre, encore et encore. Il entendait le bruit sourd du crâne contre la pierre. Il voyait les pommes de terre coupées en 2, blanches et parfaites. Il avait tout vu, et il l'avait vu trop tard. L'homme brisé n'était plus Étienne, c'était lui. Quand Étienne se réveilla enfin, la première personne qu'il vit fut Léonie, endormie sur une chaise à son chevet. Le reste de l'automne se déroula dans un silence de plomb. La banque envoya un courrier, puis un autre. Finalement, l'huissier vint. Auguste signa les papiers de saisie sans un mot. La ferme était perdue. Ce qui arriva ensuite n'est pas consigné dans les registres publics. Les archives montrent seulement que la ferme du Bois fut vendue aux enchères en janvier 1912. Mais les voisins racontèrent une histoire. Ils racontèrent qu'Auguste Dubois partit seul, un petit sac à l'épaule, en direction de la gare, et ne fut jamais revu. Certains disent qu'il a fini dans les tranchées 2 ans plus tard, cherchant une mort qu'il n'avait pas eu le courage de se donner. Mais l'histoire la plus intéressante est celle de Léonie et d'Étienne. Ils disparurent ensemble. La femme de 40 ans et le jeune homme de 17 ans. On dit qu'ils prirent une petite charrette avec le peu qu'ils pouvaient sauver, les poules de Léonie, quelques outils, et un petit sac de jute soigneusement caché sous la banquette. Un sac contenant les quelques pommes de terre intactes qu'Étienne avait réussi à récupérer de la cache dévastée. Ils partirent vers le sud, loin de la terre normande empoisonnée. Ils devinrent des métayers, puis des fermiers. L'histoire ne dit pas s'ils devinrent mari et femme, ou mère et fils. Cela n'a aucune importance. Ils devinrent des partenaires. Et sur chaque nouvelle terre qu'ils cultivèrent, la première chose qu'ils firent, avant même de réparer le toit, fut de construire une cloche de semences, un sanctuaire pour l'année suivante, bâti sur le principe qu'Étienne avait payé de son sang. Regardons à nouveau cette photographie de 1911. Au début, nous avons vu un couple fier et une récolte abondante. Puis, nous avons vu un mensonge. Nous avons vu Auguste et Léonie, triomphant sur une illusion, ignorant la catastrophe annoncée par les feuilles noires au pied du garçon dans l'ombre. Mais maintenant,
nous voyons autre chose. Nous ne voyons plus un mensonge, nous voyons une tragédie. Nous voyons Auguste, un homme déjà vaincu par son propre orgueil. Nous voyons Léonie, complice d'un espoir qu'elle n'ose pas encore admettre. Et surtout, nous ne voyons plus Étienne comme un détail. Il est le centre. C'est le seul protagoniste de l'image. Ce n'est pas une photo de la récolte de 1911, c'est un portrait. Le portrait d'un héros invisible, au moment précis où il porte, seul, le poids de la vérité et le fardeau de l'avenir. La photo a figé l'instant où l'illusion était à son apogée et où le véritable travail, le travail de sauvetage, se faisait dans l'ombre. La leçon de cette photographie, le legs d'Étienne, est une vérité simple mais profonde. Le salut se trouve rarement sous les projecteurs. Il n'est pas dans l'exposition fière de la réussite. Il est dans le travail silencieux, ingrat, invisible, de ceux qui voient le désastre arriver et qui, au lieu de céder au déni, commencent à mettre la semence de côté. Ce sont eux qui assurent l'avenir, pendant que le monde est occupé à prendre des photos. J'aimerais vous laisser avec quelques questions pour que l'histoire d'Étienne résonne avec la vôtre. Premièrement, combien de fois, dans nos propres vies, avons-nous fait confiance à une belle photographie, une apparence de succès, un poste, une relation, tout en ignorant les signes avant-coureurs qui gisaient à nos pieds? Deuxièmement, qui sont les Étienne dans votre monde? Ces personnes silencieuses, dont le travail acharné et la sagesse sont ignorés, mais qui, en réalité, maintiennent tout en équilibre? Et enfin, face à un désastre imminent, quelle part de vous est Auguste, pris dans le déni et la colère, et quelle part est Étienne, déjà en train de préparer l'avenir en secret? Si vous avez regardé jusqu'ici, si vous avez compris le véritable sacrifice de ce héros silencieux, commentez ci-dessous avec le mot-clé secret. Semence. C'est notre hommage à tous ceux qui, aujourd'hui encore, protègent notre avenir dans l'ombre. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez comme nous qu'il faut donner une voix à ces héros oubliés, s'il vous plaît, soutenez notre mission. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez-la. Chaque clic aide à sauver une mémoire de plus. Et n'oubliez pas de regarder notre prochaine vidéo, où une autre photographie attend de nous livrer son secret. Merci d'avoir regardé.